village, d'ailleurs, il était beaucoup plus petit que maintenant. Le centre-ville, c'est le même, ça n'a pas changé. Les rues sont toujours identiques, elles sont toujours aussi mignonnes, étroites. La rue d'Ambasset, il n'y avait pas le goudron à l'époque, c'était une rue en terre battue. Hein. Le course, il existait, le course-bouge, pareil, il était en terre battue. Toutes les places n'avaient pas de goudron. C'était encore les chevaux. Il y avait la charrette pour la campagne, et ben, il y avait ce qu'on appelait la jardinière à l'époque pour descendre au village. Où il y a l'actuelle mairie, l'actuel bureau de poste et quelques bâtiments. Il y a même... Mais tout ça, c'était des arrière-cours de maisons. Quand j'étais gamine, il n'y avait que des ruines. Les HLM ont été construits beaucoup plus tard. Je suis né à Terra-Rossa, on était pour ainsi dire la seule maison. Il y a une usine un peu plus loin, c'était les deux usines de Berton, mais autour il y a Berrivien. Personne que tu vois, le voisin qui vous appelait, son patient, viens boire un coup à la maison. Je connaissais les 80% de la population, quoi. Il y avait pas mal d'agriculteurs. Aux saisons, il y avait du raisin, des figues. Aux autres saisons, il y avait les perches. Et puis, il y avait les pommes pour l'hiver. On avait guère, mais un peu de tout. On avait un peu de vignes. Je crois qu'on avait 5 ou 6 hectares de vignes. On avait des moutons aussi. On avait une campagne. Les gens faisaient leur culture, ils mangeaient leurs propres légumes. C'était des petits producteurs, c'est-à-dire que celui qui avait un grand jardin, par exemple, faisait beaucoup de courgettes, de melons, de ceci, de cela. L'agriculture salernoise, elle a permis de tenir jusqu'au début de l'industrialisation, c'est-à-dire jusqu'au XVIIIe siècle. Ce n'est pas un village comme les petits villages autour. Il y a toujours une structuration économique autour de la céramique, autour des ouvriers. Il était très vivant parce qu'il y avait beaucoup de jeunesse. Il y avait 2 balles qui se faisaient à Salerne, le samedi, le dimanche, il y avait tous les balles. Il y avait toute la jeunesse de Draguignan ou ailleurs qui venait à Salerne pour s'amuser. Quel métier faisiez-vous avant? Le métier que j'exerçais, eh bien, à Salerne, c'est le pays des carrelages. Donc je fabriquais des carrelages, des tomates. Et on en fabrique depuis plusieurs siècles. Mes parents en fabriquaient déjà en 1840. Et il y avait à cette époque-là 53 usines qui fabriquaient toutes le même produit, la même tomate, la petite tomate rouge. Salerne s'identifiait à l'industrie céramique pendant tout le 19e. Donc forcément, même au début du 20e, c'était le cas. Ce qui faisait la force de l'usine de carrelage, c'était qu'ils avaient sur place la matière première, l'argile, l'eau, parce qu'ils prenaient tous l'eau sur la Bresque ou sur Saint-Barthélemy, et le bois de pin pour chauffer les fours. C'était déjà encore de la fabrication un peu artisanale. C'était pas de la grosse fabrication. Mon père avait une entreprise de carrelage. On appelait ça une fabrique. On ne faisait pas, c'est pas une usine, mais enfin bon, c'était une fabrique de carrelage. Et souvent, ça se passait comme ça jusque dans les années 70. Et après, ça a changé. Parce qu'après, les céramistes ont mis en commun l'argile extraite des carrières du village et ont fabriqué la pâte, enfin l'argile pour le carrelage ensemble. Ils se regroupent parce que ils ont peu de moyens en fait.
ceux qui s'installaient au départ. Ce pas des familles de notables ou rarement des familles de notables. Souvent, ce sont des agriculteurs, des ménagers. Ça faisait travailler du monde. Les gens de Casto travaillaient à Salerne, les gens de Code venaient à Salerne, les gens de Silang venaient à Salerne, tout le monde venait à Salerne, vous voyez. Boutal, il avait 45-50 ouvriers. Les deux frères Autrichard, ils avaient pas mal d'ouvriers aussi. Après, il y avait Simondini. Il y avait Basset. Après, il est arrivé, mais à Basset, il est arrivé après. Dans les usines, c'est sûr, ils employaient beaucoup de personnes. Ça, c'est sûr. Tout le monde venait. Ça venait de tous les coins. Hein. C'était le métier de beaucoup, tous ceux qui ne faisaient pas d'études, en fait, devenaient ouvriers, hein, comme leurs parents d'ailleurs. C'était aller au carrelage ou au bagne, parce que jusqu'à une époque assez récente, il existait une carrière. Et là, comme dit, c'était le bagne. Pour certains qui n'entendaient rien à l'école, quoi. Ça faisait partie du paysage, c'était ça, c'était ce qui faisait marcher Salerne, quoi. Et les usines, à cette époque-là, on les voyait parce que ça avait chargé les fours avec du bois le soir, pour ça chauffe pendant toute la nuit. Il fallait réguler la cuisson, c'était non-stop. Et pendant combien de jours? Oui, 8 jours? Ah oui, ça durait. Hein. Jour et nuit, les gens jetaient du bois. Il y avait les forêts qui étaient toutes très propres parce qu'il fallait du bois de pin pour alimenter tous les fours. Ils allaient dans les collines et toutes les branchages de pin et tout ça, ils faisaient des fagots qui faisaient 2 mètres de long. Ils étaient liés avec du fil de fer et puis on envoyait ça dans les fours. Nous sommes à la Maison de la Céramique Terra Rossa, qui a été ouverte en juillet 2009. Et c'est une maison de la céramique qui a été construite autour d'une ancienne fabrique de terre cuite, et plus particulièrement de Tomette, qui est vraiment le fleuron de Salerne, et qui a fonctionné jusqu'au milieu des années 90. La commune l'a rachetée à la dernière famille qui a exploité l'usine, s'appelle la famille Polidori. Nous sommes dans la première salle de la partie muséale permanente, la salle André Taxil. Donc André Taxil était pharmacien à Salerne, qui connaissait très bien Jean Courtin, et c'est grâce donc, à la découverte de la grotte de Fontbrégois par M. Taxil et son contact avec M. Courtin que l'équipe de Jean Courtin a pu venir fouiller cette grotte. Et ici, donc, on présente une petite partie des fouilles qui ont été faites par M. Taxil et Courtin, donc des poteries et autres choses qui datent du néolithique. En 1971, j'ai commencé à fouiller la grotte de Fontbrégois, au-dessus de Salerne, qui a été occupée pendant 12 000 ans. Hein. Et j'ai fouillé jusqu'en 91, pendant 20 ans. La poterie, elle est arrivée par des migrants qui sont venus du Proche-Orient, de Syrie, côte du Liban, côte de la Syrie et de la Turquie, qui sont arrivés par mer vers 6000. Ils ont rencontré ici des populations de chasseurs-cueilleurs, ils se sont mélangés avec eux. Et ces gens sont arrivés avec de nouvelles techniques. Ici, on a les tessons, donc ce sont les originaux, les morceaux, ce qu'on appelle les tessons, qui ont été retrouvés dans la grotte. Souvent, c'était à base de coquillages, de brisures d'os ou des fois tout simplement à la rainure de l'ombre. Notre argile s'est formée dans les sols à Salerne il y a un peu plus de 100 millions d'années, à l'époque où toute cette région-là était un lac. Mon père avait 2 chevaux. Il y en avait un qui allait tous les jours chercher la terre dans les tombereaux, et puis l'autre qui allait tous les jours, il changeait un peu, dans les forêts pour chercher le bois. Mon père allait couper dans la colline le sapin, parce qu'à l'époque, les gens allaient couper, c'était autorisé. Il y avait la charrette avec des grosses roues, ils arrivaient toujours à passer. Le cheval, il n'avait pas de difficulté à passer. C'est ce qu'on appelle les chemins,
c'était des chemins charretiers. Ces fameux charretiers, à part pendant les vendanges, c'était toute l'année hein, qu'on coupait du bois, qu'on les amenait, on faisait des provisions. Nous faisions des provisions aussi de bois. Il y avait 2 forgerons pour les chevaux. Il y en avait un sur la place du 8 mai, en bas, là. Il y en avait un là, dans la rue Victor Hugo. Mes grands-parents avaient un cheval, donc, et nous descendions au village avec le cheval, faire les courses. Nos parents, ils n'avaient pas de voiture. Vous voyez, donc on restait dans le village. Il n'y avait pas de magasin ailleurs, c'était tous regroupés sur Salerne, quoi. Les magasins, dans Salerne, rien que les boulangeries et les magasins et tout, c'était tout ici. Donc il y avait vraiment une vie, entre guillemets, riche, parce que les ouvriers, ils étaient payés à la quinzaine à l'époque, et ils faisaient marcher tous les commerces. Il n'y avait pas de supermarché, ils restaient dans le village. Donc les ouvriers des usines de carrelage, ben, ils dépensaient leur argent, ou pas, mais ils faisaient vivre le village. Le samedi, les cafés étaient bondés, il y avait des fêtes dans les cafés, il y avait plusieurs cafés, il y avait des bals organisés le samedi soir. À ce moment-là, il y avait une vie de petite ville avec beaucoup de commerces. C'était le plein emploi. Hein. On ne parlait pas de chômage à Salerne, ben, avec toutes les usines qu'il y avait, donc les personnes travaillaient à la fabrique. Hein. J'ai connu la période où le cours c'était tellement, comment dire, encombré nord de monde qu'il fallait prévoir l'avance pour venir manger la glace l'été. C'était la sortie, quoi. Il y avait surtout des commerces qui étaient un peu coopératifs, là, un peu. Il y en avait une là-bas, ça s'appelait La Ruche. La Ruche, ils faisaient un peu de tout. Ils savaient même taper de la monnaie pour payer comme ça chez eux. J'allais chercher le lait avec un petit bidon. C'était chez Monsieur Baille. Il avait un grand bidon, sûrement qu'on le livrait, et puis il avait une louche et il nous remplissait notre petit pot à lait. À Salerne, il y avait tout. Il y avait des épiceries, des boulangeries, boucheries. Qu'est-ce que c'est qu'on avait et tout? Dans la rue où c'est que je reste moi, c'est la rue Jean-Jacques Rousseau, la rue principale à Salerne. Tu pars de l'église sur la route d'Opsle. Il y avait quand même plus de 15 magasins. Oh, le commerce à Salerne était important. Je ne sais pas, mais il devait y avoir au moins 7 ou 8 petites épiceries. Et il y avait deux dames qui s'appelaient les filles gueules. Ils sont restés 80 ans dans le magasin sans permis un jour de vacances. Alors, elles vendaient des vêtements, mais de beaux vêtements, aussi bien pour hommes que femmes. Et en plus, elles avaient du fromage, des yaourts, du lait, tout ce que vous avez besoin pour vous dépanner. Elles étaient ouvertes jusqu'à 10h du soir. Elles avaient les chats qui se promenaient sur les vêtements, sur la lingerie. Et elles le faisaient aussi épicerie à côté. Donc, c'était le petit supermarché local. Mon grand-père avait l'usine de terre qui fournissait les usines. C'est-à-dire qu'il extrayait la terre dans les carrières. Il y avait des rails avec un petit wagon et ils extrayaient la bauxite, la terre de là-dedans pour fournir les usines. Ils faisaient la terre, hein, et ils faisaient les tomates à la main, hein, à l'époque. À l'époque, ils faisaient les pastons, ils faisaient sécher les carreaux, enfin tout, hein, et ils les faisaient cuire. Hein. Ils prenaient une boule d'argile et ils les mettaient tous, il fallait que je fasse 13 ou 14 kilos. Boum, boum, boum. Et après, ils les faisaient un peu sécher, puis après, ils les rentraient à l'intérieur. Enfin, moi, c'était un grand travail. Ça. Ils étaient payés au paston, quoi, les jeunes. Plus ils en faisaient dans la journée, plus ils gagnaient. C'est un terme qui m'avait marqué, ça, le terme paston. Je disais, qu'est-ce que c'est, ces pastons? Effectivement, c'était ces grosses, on avait des grosses brioches, vous voyez, d'argile, qu'ils étendaient sur des planches en bois et qui faisaient sécher, je pensais, voilà. Il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient oh là là, dans le carrelage. Si vous prenez des photos anciennes où il y a les usines qui fonctionnent, vous voyez des quantités de femmes. Il y avait très peu d'hommes dans les usines de carrelage. Des femmes qui restaient à la maison, il n'y en avait pas beaucoup, je crois. Hein. On faisait 14 midi,
Des fois, on faisait midi 8h, et des fois, on faisait 8h à 4h du matin. On faisait 3-8. C'est pour ça que la sirène, elle sonne 3 minutes avant midi. Parce que ça permettait aux ouvriers de savoir qu'à midi, ils allaient bientôt pouvoir rentrer chez eux. C'était la meilleure manière qu'ils avaient eue dans les années, on dira 50-60, d'arriver à mettre tout le monde d'accord. C'est-à-dire que comme il y avait beaucoup d'usines, ben, quand la sirène le sonnait, on savait que c'était l'heure et les patrons devaient débaucher. Elle continue à sonner tous les jours, contrairement aux autres villes où elle sort par essai le premier mercredi ou avant c'est le premier jeudi de chaque mois pour voir si elle fonctionne. Et c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je pense que c'est dû au fait de cette rivalité communiste à l'époque entre l'église et la mairie. Ah, tu sonnes les cloches, ben nous on va sonner la sirène. Comme il y avait toutes ces usines qui travaillaient fort, on avait besoin de main-d'œuvre. Et donc, il y avait beaucoup de main-d'œuvre italienne qui étaient venue, qui avaient fui leur pays, qui étaient à cause du fascisme ou d'autres choses. Là. Et ils étaient venus ici, mais ils étaient bloqués dans les vieux quartiers, la rue de la Gonguette ou autre chose. Là. Ils habitaient là. Il y a une grosse immigration italienne, il y a eu à Salerne. Pas à Salerne, comme beaucoup d'endroits dans le sud. Hein. Ça a été l'époque où il y avait Mussolini là-bas. Les gens ont fui la dictature de Mussolini. Ils sont venus ici. À l'école, il y a beaucoup d'Italie. Beaucoup, moi, je travaillais à l'usinateur avec un calauet. Ça fait qu'on parlait souvent en italien. Si vous prenez dans l'histoire à Salerne, il y a une descendance, plusieurs familles de souches italiennes qui se sont très bien intégrées. C'était très facile pour eux parce qu'avant tout, ils avaient la même religion que nous. Ils étaient très pieux, ils étaient très... après, ils chantaient, ils buvaient du gros rouge et tout. Là. C'était un peu... ils étaient un peu pointés. Les Italiens, ils aiment bien faire la fête, sortir. Maman disait, à Salerne, on tape sur un tambour et tout le monde se retrouve sur le cours. C'est vrai. C'était très festif. Je crois que c'est parce qu'il y avait beaucoup d'Italiens aussi. Le Parti communiste faisait la fête tous les 1er mai. Les gens se rassemblaient et il y avait une amitié qui n'existe plus malheureusement actuellement. C'est un pays très communiste, à Salerne, qui avait la pignon sur rue à 100%. Salerne, jusqu'aux années 70, ça a été qualifié de petit Moscou. Du fait aussi qu'il y avait beaucoup d'ouvriers, etc. Il y avait ce qui organisé qui avait été construit par la municipalité communiste d'après-guerre. Il a été construit en 1948, d'après mes recherches, de même que le stade de la jeunesse. Ça a été construit par des prisonniers allemands, puisqu'il y avait des prisonniers allemands à Salerne. Créé toujours pareil, je crois, par l'architecte Asiari, un kiosque contemporain qui n'avait rien à voir avec un kiosque rond comme on trouve dans les vieilles villes ou les vieux villages, comme il y a aux Arcs, comme il y en a beaucoup d'endroits. Il y avait 2 entrées, 2 montées et puis il y avait une place forte pour les musiciens. Et dessous l'orchestre, il y avait des choses pour les poubelles de la mairie et il y avait les cabinets et dessus on dansait. La place, c'était tout entière réservée aux danseurs et aux bars de chaque côté. Et il y avait un monde. Ça faisait partie de Salerne, le kiosque c'était Salerne. Les gens qui travaillaient au carrelage, ils travaillaient jusqu'au mois d'octobre-novembre parce qu'ils faisaient sécher les maillons au soleil. C'était saisonnier. C'est-à-dire on ne faisait ça que l'été. Donc l'hiver, c'était des gens qui étaient au chômage. Le 25 novembre, toutes les usines
fermé parce qu'il commençait à faire froid. On ne pouvait plus travailler d'argile. Alors, si on avait continué, après, il n'y avait plus, quand on reprenait, il n'y avait plus d'argile. Donc, on s'arrêtait. Les gens qui étaient au chômage, ils travaillaient quand même parce qu'il y avait soit les vignes qu'il fallait ramasser les sarments, qu'il fallait tailler, il fallait couper, ils ne perdaient pas une journée. En général, le céramiste était propriétaire de beaucoup de fonciers agricoles aussi. Donc, il cultivait, il s'adaptait à la saison. Mon père, il faisait ce qu'on appelle à temps perdu. Dans la journée, il allait travailler dans l'usine de carrelage. Et le soir, le matin avant de partir, le soir, il faisait son jardin. L'hiver, les ouvriers travaillaient la terre et aux belles saisons, ils faisaient la fabrication des carreaux. Ils essayaient d'avoir une économie double pour que les gens puissent vivre toute l'année, quoi. En été, quand l'après-midi, les femmes ne travaillaient plus aux usines, pas vers le soir, elles allaient ramasser les figues pour les patrons. En été, c'était les figues, après c'était les vendanges, tout tournait autour de là. Tout était réglé sur la céramique. L'hiver, on arrivait à la saison des olives, on allait faire la récolte d'olives, parce qu'à cette époque-là, tout le monde avait des olives. On les commençait à les ramasser en janvier-février. Et là, on a pratiquement fini maintenant. On avait le panier, là, vous savez, plat d'un côté, et je arrondi comme ça, et le plat du côté du ventre. On appuie sur le ventre et on fait tomber des olives comme ça. Pratiquement tout le monde avait son carré de vigne. Ah, beaucoup de gens. Le paysan faisait tout pratiquement. Il avait le potager, il avait la vigne, l'olivier, il y avait des amandiers, il y avait tout ce qui pouvait pousser sur la terre. Il n'y avait pas une parcelle de terrain qui n'était pas inculte. Ce n'était pas des grandes fermes, c'était des petites fermes. Bon, les gens, quand ils avaient 8 ou 9 hectares, c'était déjà un grand propriétaire. C'était des polycultures. Ils avaient leur jardin, ils avaient leurs animaux, leurs oliviers, et la figue et la vigne. On utilisait la terre au maximum. Dans les villes, il y avait des fruitiers, et au milieu des rangées, il y avait les petits pois, les fèves et les pommes de terre. Comme tout le monde avait un potager, beaucoup avaient un carré de vigne aussi. 200-300 pieds pour avoir du vin, la consommation de l'année. Donc c'était une activité, même si l'activité première, ça reste quand même la céramique, hein, historiquement, il y avait quand même une activité viticole, on va dire, qui n'était pas négligeable. Hein. Je travaillais chez Boutal. Monsieur Boutal avait un ouvrier qui s'occupait des vignes à l'année. Il arrêtait son usine chaque année pendant la période des vendanges et il nous envoyait vendanger. Il arrêtait son usine pendant cette période-là. Et on partait avec le cheval et la charrette le matin. Il nous prenait au bas du course, là. Chaque propriétaire de vignoble avait sa famille et donc la famille allait vendanger. Chaque grappe était coupée à la main, on le mettait dans un seau, le seau on le portait dans la fouloir et puis ça se passait comme ça. Et tout se portait en coopérative vinicole, tout, majorité. Moi je me souviens qu'il y avait des fils de charrettes avec le truc qui partaient de juste là, qui allaient jusqu'à l'ancienne gare là-haut. De l'autre côté, c'était pareil. Quand il y avait un charroi terrible là, avec les vendages. Ils se suivaient jusqu'à... ça faisait la queue presque jusqu'en haut de la gare. Ils étaient un derrière l'autre. Et des fois, il y avait le cheval de derrière, il s'avançait, et puis il mangeait le raisin du de faim. Quand les vendanges étaient finies, on disait à Souide, on faisait une aioli pour je ne sais pas combien de personnes. Tous les cueillir. Et ça dépendait du propriétaire. Et je faisais. Et là, à ce moment-là, oui, il y avait vraiment la fête.
On avait aussi une fête qui était très importante, c'était la fête de Saint-Barthélemy, la vallée de Saint-Barthélemy, où Salerne prend sa source d'eau potable. Et là, c'était un endroit magnifique, tout ombragé. Un endroit très pittoresque et très nature. Il y a des grottes, troglodytes, etc. Il y avait beaucoup d'eau à l'époque. Il y avait un grand pique-nique. Chacun montait avec son pique-nique, souvent à pied. Nous, on est partis à pied. Allez, la musette. La musette ou le cajot sur l'épaule. Hein. Le cajot sur l'épaule. Et c'est quand même 4 km. Hein. Ouais. On y allait en farandole, en emmenant le casse-croûte. Alors, ils mettaient les bébés, les petits-enfants sur la charrette. Ils poussaient, et comme ça monte, il fallait être 2 quelquefois. Et le cajot ovale avec le pique-nique. Même si on n'était pas spécialement croyant, on montait en procession. Et c'était, comme dire, des réunions. Il a eu parfois jusqu'à 3000 personnes là-haut à la vallée de Saint-Barthélemy, quoi. Il y avait même le chemin de fer qui faisait une halte spéciale à 1 kilomètre de la fête. Tout le monde allait mettre au frais dans le ruisseau son eau, ses fruits. Tout le monde mettait les melons, les bouteilles dans le canal, quoi, dans le ruisseau de Saint-Barthélemy. Bien sûr, la pastèque, le melon, le pastis et le vin. Et tout le monde mangeait là. Il n'y avait pas de table, pas de chaise. On mettait une nappe par terre, on s'asseyait et voilà. Après, il y avait un petit bal, oui, de la musique provençale. Hein, et il y avait une messe en provençal dans la chapelle. Venesquero s'avanzo e festa San Bartomeu, les massifications de danso, la farine sous les pins. Quand l'heure arrive, c'est la fête à Saint-Barthélemy. La mazurka, cette danse, cette sainte danse, on la fera sous les pins. Il y avait les danses folkloriques, ça je me souviens très bien d'avoir vu les cordelles en haut, l'accordéon, le bal musette, là aussi c'était la fête. Et après, il y avait le soir, il y avait le bal ici sur la place. Et on descendait en farandole de là-haut jusqu'au village. Enfin, c'était un moment formidable. Ça continue, Saint-Barthélemy, on le fait toujours le 24 août. Et bon, on la faisait à l'époque, la messe en provençal, chose qu'on ne fait plus maintenant parce que c'est difficile de trouver un curé qui parle provençal. Il y avait Saint-Barthélemy, le week-end d'après, c'était la Saint-Loup. Et c'était des fêtes qui allaient, qui prenaient tout le course, qui remontaient jusqu'au stade là-haut. Il y avait des manèges toute la place, d'où c'est qu'il y a la mairie, et ça montait jusqu'au boulevard. La fête, on attendait tout ça avec impatience, hein, évidemment. Tous les gamins, il y avait les manèges, il y avait... Bon, puis c'était la fête, hein, c'était noir de monde. À l'époque, c'était une des rares distractions. On faisait les fêtes locales, mais des villages voisins aussi. Hein. On mettait les trucs, les grandes affiches, honneur aux étrangers, parce que les étrangers, les gens qui venaient d'Orps, de Vieux-Creuse, pour nous, c'était les étrangers. Et toute la jeunesse, et même les anciens, dansaient. Il y avait le bal, c'était vraiment très, très important. Les terrasses de café étaient vraiment pleines. On a fait venir pas de bonnes orchestres. Et la fête durait... si c'était pas la semaine, c'était 4 ou 5 jours, hein, au moins. Je me souviens une année, la fête de la Saint-Loup, c'était tellement bien qu'on a demandé que ça dure jusqu'au dimanche après. Tellement c'était bien, mais c'est vrai. Il y avait 2 cinémas à l'époque à Salerne. Il y avait un cinéma dans la rue de la Victor Hugo et il y avait un cinéma sur le Cours.
le cinéma Rex, celui qui était Victor Hugo, c'était le patron qui s'appelait Félix. C'est un phénomène. J'ai l'impression qu'il n'était pas cinéaste, donc il bricolait, quoi. Il enclenchait le film, mais ça se passait toujours mal. Le film commençait, 2 secondes, 3 secondes, allez, 10 secondes après le film, sur l'écran, ça brûlait. On voyait la pellicule qui brûlait. Alors tout le monde, ouah, ouah, ouah. Bon, c'était là le panique. Félix, on le savait, c'était un jeu. Je me souviens, il y avait sa femme qui s'appelait Raymonde qui tenait le comptoir. Alors à un moment, il était dépassé. Il était, putain, je n'arrivais pas. Alors on le sentait. Il ouvrait la porte qui se trouve au fond du cinéma et il criait « Raymonde !» Et alors il appelait à la rescousse. Et nous, on attendait tout ça. Et dès qu'il sortait, vous aviez toute la salle qui criait « Raymonde !» Et je ne sais pas par quel miracle, c'est lui qui avait les films les plus à la vogue. Il y en avait un qui était à l'ancienne médiathèque, enfin, au bas du truc, ça s'appelait le cinéma Casino. Un cinéma avec un balcon, comme ça se faisait dans le temps. Un grand balcon et un parterre. Et c'était au départ une salle de spectacle. Les gens fumaient là-dedans. Alors avec les projecteurs, on voyait la fumée, mais c'était épais comme fumée. Ça, je me souviens bien du cinéma. Mais, vous savez, heureusement que pendant la guerre, on avait du cinéma. Au début du débarquement en Normandie, on voyait les images produites par Vichy du débarquement. Alors moi, c'est pas ce que j'entendais à la maison. Mais on voyait des images terribles hein, du débarquement. On voyait des maisons détruites, parfait. J'ai connu la libération où les Américains sont arrivés, sont passés à Salerne. On n'avait jamais vu de jeep, on n'avait jamais vu de tank, de chars. Et puis, on a connu les premiers chewing-gums, les premiers bonbons qu'on n'avait pas. Et surtout, on était très privés, ici, tout le village de pain. Et les Américains nous avaient porté un pain blanc qui était plus blanc que les fauteuils, comme ça ne nous avait pas surpris. Quand il y a eu la libération, c'était le maire communiste qui s'appelait Roch. Il avait dit on va faire à Salerne une confiturerie. Et ils avaient fait ça dans une ancienne usine qui est en dessous du stade de là-haut, là, du stade de la jeunesse. C'était le grand essor aussi des coopératives. C'était le moment où tout le monde se formait en coopérative. Pour inviter les personnes autres que les grands propriétaires à planter des figuiers chez eux dans leur petite parcelle, avec chaque part achetée, ils avaient des plants gratuits. Ils avaient 5 plants gratuits pour planter chez eux. Alors, tout le monde s'est mis dans le bain et a commencé à planter les figuiers dans de tout petits espaces. Bien sûr, la première année, il rentrait plus de 100 tonnes de figues. Je me souviens que ça gratte tellement quand vous ramassez des figues que maman, elle me mettait des manches longues et elle me mettait des élastiques au poignet, des gants, pour pas que ça me gratte. C'était une très bonne chose pour les agriculteurs du coin qui avaient planté des arbres, des coings, des pommes. C'était comme une coopérative. Nous avions beaucoup de pêcheurs, on en faisait partie. On avait planté beaucoup d'arbres fruitiers. Et puis, cette usine, elle est partie à des confitures. Suite à la fermeture de la confiturerie, les bâtiments étant toujours existants, il est venu M. Fioruto qui a monté l'usine en Anchois. Et ça faisait travailler à peu près 20% de la population salernoise. C'était un employeur assez conséquent de la ville. Hein, voilà. J'ai dû avoir une tante qui a travaillé, là, vous voyez, je me souviens quand j'allais chez elle, bon, quand elle avait encore la blouse, elle sentait quand même, c'est l'odeur de sel, vous voyez, de poisson séché. L'odeur, elle restait imprégnée sur les personnes qui y travaillaient. Ça, des personnes qui travaillaient, quand vous passez à côté... Il n'y avait pas les machines à laver, hein, voilà.
elles portaient cette odeur, on les suivait à la trace. Et alors, elles étaient moquées hein, par les garçons. Franchement, elles étaient moquées. Hein. Un micro-trottoir, c'est vous avez une question en tête et vous interpellez une personne, une inconnue ou un inconnu, et vous leur posez des questions. Comment était la campagne autour du village? Du moment qu'il n'y avait ni de magasin, ni Intermarché, tous les gens ils se faisaient eux-mêmes. Les trois quarts ils se faisaient le pain. Les gens ils avaient des bêtes, les moutons, des poules et tout, ils se faisaient la culture eux-mêmes. Ils se faisaient pour manger eux-mêmes. Et il y avait des boutiques à Salerne? Oui, il y avait quelques boutiques, il y avait beaucoup d'usines aussi. Et ça travaillait encore un peu à Salerne. La vie était belle. La vie était plus facile. Les choses étaient moins chères. Les commerces, tout ça marchait comme de partout. Hein. Et maintenant, bon, ben, c'est difficile. Il y a des gens qui s'installent, puis après ils referment. Voilà. À partir des années 80, quand il y a eu des supermarchés qui se sont créés à Draguignan, etc., la désertion du client s'est faite. Donc, les unes après les autres, les petites épiceries par-ci par-là fermaient. Ce qui m'a frappé quand je suis revenu à Salerne, c'est le développement de ce qu'on appelle la périphérie. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on arrive, vous avez un Auchan, vous avez un Intermarché, vous voyez, sur la route de l'Orgue ou de Draguignan. À Salerne, vous vous rendez compte, vous avez 3 grandes surfaces. On doit être les seuls d'une ville du canton à être comme ça. Donc c'est sûr que ça fait partir les gens en dehors du centre-ville. Voilà. Le jour qu'ils ont ouvert, oh, le parking était plein, les deux côtés de la route de circulation Draguignan, c'était plein des deux côtés. Et au village, plus personne. Mais du jour au lendemain, hein, pas à l'espace de 6 mois. Puis après, les boucheries, elles ont fermé les unes après les autres. Il n'y a qu'un peu les boulangeries qui ont résisté. C'est les seuls. Maintenant, un magasin, vous prenez simplement un village comme à Salerne, à 18h, 19h, un dimanche, c'était mort. Et c'est vrai que pour les gens les plus anciens, ça va être un peu plus compliqué de sortir pour se déplacer. Voilà. Nous, on a la chance d'avoir des voitures, on peut aller à droite à gauche. Les plus anciens, ça va être un peu plus compliqué. Il y avait beaucoup plus d'entraide. Il y avait le temps qui menaçait ou quelque chose comme ça. Il y avait tout le voisinage qui vous donnait un coup de main. Vous avez tous besoin les uns des autres. Voilà, parce que c'était pas mécanisé du tout. L'époque des vendanges, ben, je fais les tiennes chez toi, puis quand ce sera mon tour, je viens chez moi, etc. Mon père avait la particularité d'avoir rapidement un tracteur et une remorque. Il était assez costaud. Donc, il se louait quelque chose en lui et son matériel. En échange, d'autres venaient, comme dire, pour vendanger chez mon père. On tournait à 3-4, quoi. Puis il y a des années où il n'y avait pas un brin de récolte de raisin. Et bien, les gens, ils n'avaient pas d'argent pour manger. Alors, il fallait qu'ils fassent crédit chez le boulanger, chez l'épicier. Et quand l'année d'après, la récolte était bonne, ils allaient payer leurs dettes. Mais c'était vraiment, on se faisait confiance. Ceux qui avaient des vaches, des chevaux et tout, des moutons, ils se les tuaient, ils se les partageaient, ils faisaient comme ça. Ils s'arrangeaient, beaucoup de paysans s'arrangeaient entre eux. C'était des échanges. Mes parents avaient sympathisé avec des personnes de Barjol qui avaient une mercerie. Et donc, ma grand-mère leur portait des produits qu'ils avaient à la campagne en échange de tissus, de laine, de choses comme ça. On était tous amis.
Quand il y en avait un qui était dans la peine, tout le monde l'aidait. Donc les personnes âgées et les jeunes, on sortait le soir et on s'amusait devant nos portes. Et ça se passait comme ça. Le soir, tout le monde sortait avec les petites chaises pour faire la veillée dehors. Là, dans le quartier, il y avait tout. On appelait ça les redoulés. C'était un groupe de voisins, ils se réunissaient, ils descendaient leurs chaises dans l'appartement où ils habitaient et ils se réunissaient à 4, 5, 6, 10 des fois. Et puis ça papotait. La place de la Révolution, c'était tous les gens qui habitaient autour. Ils sortaient la chaise et il y avait des petits coins où on disait du bien et du mal des autres. Il y a toujours quelque chose à dire. Voilà, alors. Le redoulé, c'est fait pour ça, quoi. On vous habille. Vous passez devant, on vous habille, comme on dit. On faisait cuire les châtaignes, on faisait des gâteaux, on jouait aux cartes. Ça, l'après-midi, le soir après souper. Puis après, on rentrait chez un. Une fois, c'était chez un, une fois, c'était chez l'autre. Ça se passait comme ça. Non, c'était le moment de repos, le moment de calme. Quand on avait soupé. Ou avant ou après. On triait les haricots en été, on faisait, voilà, ou on tricotait, ou on cousait, ou on triait les légumes. Et on discutait pour faire passer la journée. Il n'y avait pas de télévision, mais voilà, on en profitait. On n'avait pas la Nintendo non plus. Les mémés, les pépés, tout le monde vivait en bon terme. C'était plus des copains, des copines, ils vivaient beaucoup plus ensemble que maintenant. Quel souvenir du village vous tient le plus à cœur? J'ai eu une vie rêvée, beaucoup de travail, une merveilleuse famille. C'est un lieu de joie pour moi. Salerne, pour moi, c'est tout. Hein. C'est ma maison, parce que c'est ici que j'ai tout fait. J'ai toujours vécu où je suis bien. Je suis bien, j'ai jamais quitté Salerne. J'ai toute ma famille, j'ai l'histoire de ma famille. Je suis arrivé, j'avais 3 ans. Il n'a jamais déménagé. Hein? Toi, tu n'as jamais déménagé, ça fait 80 ans que tu Ah, es au même endroit. Ah oui, toujours au même endroit. Je suis viscéralement, comment dire, raciné à Salerne. Je suis un peu bourlingué, je peux voyager, mais chaque fois je reviens ici, quoi. Hein. Moi, j'ai toujours vécu ici. Hein. C'était notre village. J'ai passé ma vie, ma jeunesse, ma vie complète. Hein. C'est un des paysages exceptionnels, c'est un endroit qui est magnifique. J'y suis né et j'y resté jusqu'au bout. J'y suis toujours. Salerne, pour moi, c'est cet aspect indélébile que j'ai en moi et qui ne s'effacera jamais. À ma mort, hein, sans doute, et encore. Je ne pourrais pas vivre ailleurs. Ça, c'est sûr. Je ne pourrais pas vivre ailleurs. C'est là que je me sens bien, je me sens chez moi. J'ai choisi de m'installer à Salerne et pas à Marseille. C'est ici que je finirai ma route, dans la sérénité, dans le bonheur. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais je reviens toujours très volontiers dans mon pays parce que c'est mon village. Et mon village, c'est mon cœur. Et il bat très bien ici. Aimez votre village, intéressez-vous à son histoire, à son patrimoine. Prenez notre relais.